Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Poèmes et nouvelles. L'espace. La Bartavelle. Lumineux pelucheux. Editions du Grill. Mélanie et les rhododendrons. La Bartavelle. Le poulpe poème. Encre vive. Les yeux d'Argos. Encre vive. L'autre vie. Clapasse. Pensée. Pensée. Encre vive. La terre en ses élans, océan, encre vive. Nuage l'esprit. Encre vive. Quand pâlissent les lilas. Encre vive. Poussière amoureuse. Encre vive. Mais où vont les hirondelles la nuit? Encre vive. La barque du soleil sinue entre nos lèvres. Encre vive. Le puits du ciel. Caractère. Cobra sous le champ, médusé, dansant, conquis pour un instant. Encre vive. Masque de nuit, caractère 2009. Prix de l'Association des diplômés de l'Université d'Aquitaine pour l'œuvre poétique, 2004. Avec Vivienne Verme, Métamorphose. Édition bilingue. Poèmes et nouvelles de Vivienne Verme traduit par Anne Monique, d'Anne Monique, traduit par Vivienne Verme. L'Harmattan. Passage. Édition bilingue. Poèmes et nouvelles de Vivienne Verme traduit par Anne Monique d'Anne Monique, traduit par Vivienne Verme. L'Harmattan. Roman et récit poétique. Métamorphose d'une image, quasi une aphantasia. L'Harmattan. Eau ou la déchirure. L'Harmattan. Payer les noms propres. L'Harmattan. Voici l'homme aux bottes rouges, l'Harmattan. Prix à RDUA. 2003. La spirale l'Harmattan. Carnet d'Hadès l'Harmattan. L'autre est le furet du bois joli. L'Harmattan. A. Ce qui dans les choses fait A. L'Harmattan. Jusqu'à l'excès ou le reptile dans le livre. L'Harmattan. Quand on a marché plusieurs années. Horizon. Critique littéraire. Poésie et mythe. Réenchantement et deuil du monde et de soi. Edwin Muir, Robert Graves, Ted Hughes, Sylvia Plath, Ruth Finlay. L'Harmattan. Poésie et mythe, je tue Hillel aux horizons du merveilleux. Edwin Muir, Robert Graves, Ted Hughes, Sylvia Plath, Ruth Finlay. L'Harmattan. La parole obscure. Recours au mythe et défi à l'interprétation dans l'œuvre de Michel Fardouli-Lagrange. L'Harmattan. Les tribulations de Perséphone, poésie autre au-delà, Kathleen Wren, Stevie Smith, Veronica Forrest Thompson. L'Harmattan. Poésie, mobilité de l'esprit, porte, passage, rythme et métamorphose. L'Harmattan. Psyché et le secret de Perséphone, prose en métamorphose, mémoire et création, Catherine Mansfield, Catherine Pozzi, Anna Kavan, Juna Barnes. L'Harmattan. Prix Pascal Rouga, Journée de poésie de Bergerac 2005. La poésie de Claude Vigée, Danse vers l'abîme et connaissance par Jouidir. L'Harmattan. Le temps ouvert devant nous, Claude Vigée, Passeur du vivant. Introduction, Claude Vigée, Mon heure sur la terre. Paris, Galahad, 2008. Édition, Claude Vigée, Mélancolie solaire. Paris, Horizon, 2008. Counting the Beats, Robert Graves' Poetry of Unrest. Apparaître, 2009. Jacob ou Lettres du possible. Apparaître, 2009. Traduction. Traduction et présentation des poèmes choisis de Robert Graves. Collection du Club des poètes. Traduction et présentation de poèmes de Robert Graves. L'Harmattan. Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. Traduction et présentation de poèmes de Stevie Smith. L'Harmattan. Traduction et présentation de Cette voûte de si pur respire. Poème de Vincent O'Sullivan. L'Inventaire. Traduction et postface de En attendant Rongo. 3 nouvelles de Vincent O'Sullivan. L'Inventaire. Traduction et présentation de At the Root of Fire, à la racine du feu de Michael Edwards. Caractère 2009. Magnifique arborescence nuageuse dessinée dans le ciel par le vent avant le lever du soleil, étirée jusqu'au zénith. Un moutonnement de cirrus étalé en branches et en rameaux vers le haut et sur le côté, en flocons et entraîné dans le reste du ciel. Goethe, La forme des nuages.
Dimanche 7 mai 1820. Car le mythe extériorise toujours une action intérieure. Dès que l'intériorité manque, l'esprit tombe dans le fini. C'est pourquoi l'intériorité est l'éternité, ou la détermination de l'éternel dans l'homme. Søren Kierkegaard, le concept de l'angoisse. Juin 1844. La lettre. Jérémie rangeait sa chambre, l'autre jour. L'autre jour, l'instant se fixe dans le nuage, s'accroche ici, là-haut, en un temps sans détermination, qui est en partie la durée flottante de la vie intérieure. Il n'existe ni début ni terme, mais une multitude de commencements qui ne se connaissent pas de fin. Quand un souffle s'éteint, c'est un autre déjà qui fait bruire les résonances de l'esprit, et celui-ci ressemble à une volière. Chaque commencement bat comme les ailes des tourterelles qui sans cesse vont et viennent, à chaque voyage bâtissent leur logis de brindilles. C'est à l'infime petit qu'elles s'échinent. D'ailleurs, en temps normal, jamais on ne voit le logis. On ne perçoit que le voyage, et l'effort qu'il suscite et représente. Qui songerait à les dénicher, à déflorer le secret? Seul le prédateur sait se conduire comme cela. L'esprit, lui, se garde de faire du temps sa proie. Il le laisse filer comme les nuages en incessante métamorphose, toujours nuages cependant, comme tous ces petits mots qui nous portent en l'éternité sans cesse renouvelée du discours, les je, les tu, les autrefois ou mieux encore demain. Ou mieux encore, ici et maintenant. Le jeu habituel, les nuages se dissolvent et prennent corps sans résultat. L'autre jour donc, Jérémie rangeait sa chambre. Le langage est doué de la labilité des nuages, celle du temps qui nous fait, nous défait. Accepterons-nous au fort intérieur ce nous toujours recommencé, ce nous qui en ses métamorphoses fera vivre ces pages nuages? Claire entendait teinter les objets, ceux que Jérémie range dans le petit tiroir du meuble bibliothèque, celui que Claire a toujours vu là-bas, dans l'appartement de Paris où elle fut élevée. Très tôt, quand Claire et Jérémie ont ensemble vécu, ce dernier l'a adopté, ce petit meuble de bois couleur miel. À l'époque, il y avait installé son gros magnétophone, celui qu'autrefois, il utilisait pour enregistrer ses chansons, s'accompagnant à la guitare. L'instant ainsi désigné, jadis s'il fut un temps dans notre jeunesse, se pique au ciel du livre, comme un nuage que le regard effilera, altérera, un temps passé à la mesure de chacun, ce demain qui lentement se métamorphosera jusqu'à devenir sans lendemain. D'ailleurs, dans ce petit tiroir, Jérémie a placé depuis longtemps tout son menu matériel musical, pour faire vibrer les cordes, pour les pincer sur le manche et changer de tonalité, en plus d'une ou deux guimbardes et de quelques babioles de fumeurs de pipe, alors. Le petit tiroir sent le tabac. Toujours, il a senti le tabac. Certains objets se font ainsi une vocation, qui donne un sens à l'existence tout entière, n'est-ce pas? C'est en cette souplesse du langage, plastique des nuages que puise le livre qui passe, infiniment modelable, jamais ne s'achevant. Il n'est rien ici que commencement pour un lendemain sans cesse recommencé, une éternelle reprise de l'instant. Le meuble se trouvait jadis dans l'appartement du 5e étage, non loin d'une des baies vitrées du grand séjour, près de la porte qui donnait dans la chambre de la grand-mère de Claire. Longtemps l'enfant a dormi avec son aïeul. Son père, étant jeune, avait un peu fumé la pipe, puis il s'était mis à ces petits cigares qui dispensaient une si mauvaise odeur qu'elle donnait mal au cœur, en auto particulièrement, quand ils allaient en famille à la campagne. Dans la même pièce, Claire se souvient aussi de son père affublé d'une tenue de soldat, de son père tout en kaki assis sur le canapé lit où dormit plus tard son frère, où elle dormait alors. C'était incongru de voir son père ainsi costumé. Il faut dire que nous étions en pleine guerre d'Algérie, racontait Claire à Jérémie jadis. L'amour est une longue conversation. Les plastiquages de l'OAS en plein Paris. Tout ce qu'on entendait. Les tortures là-bas. Tout filtrait dans les cauchemars de son cerveau d'enfant. L'histoire moulant l'intériorité. Qu'on le veuille ou non. L'histoire, serpentant au cœur de l'existence familiale. Et déjà son grand-père durant la guerre, prisonnier. Loin de sa femme, de son fils dans un stalag. Racontant 40 ans plus tard, la même histoire. Son évasion, les ruses, face aux médecins allemands, l'albumine, les injections de blanc d'œuf. Pour filer. Et il y a pire, bien entendu. Il y a eu bien pire. À ce point l'histoire nous essouffle. Claire connaît parfaitement le son de ces instruments métalliques.
Sans même voir Jérémie, elle savait où il fouillait et quand elle entra dans sa chambre, il lui tendit une lettre. « Regarde, » dit-il, l'œil étonné, l'œil amusé. « Tu l'as écrite, et elle nous est revenue. » L'enveloppe, longue et bleu pâle, n'avait même pas été ouverte. Elle était affranchie de 2 timbres, l'un à 1 franc, le visage de la République d'après nous ne saurons quel peintre ou sculpteur, l'autre à 20 centimes, écusson rouge et bleu roi, fleur de lis et licorne, et frappé du tampon de Montreuil principal qui vantait l'existence de la zone industrielle de Mosinor, en date du 1er juin 1978. Sous l'affranchissement, apparaissaient, en capitale violette, les lettres composant le mot « retour ». À gauche de l'adresse, on lisait de semblables couleurs dans un rectangle, parti sans laisser d'adresse. Abgirest ohne Angabe der Anschrift. Claire avait écrit, de son écriture d'alors, à l'encre bleue. Tom Millet. Am Rosengarten 13. Des 6500 MAINZ. Allemagne. Claire tourna la lettre dans tous les sens sans l'ouvrir, la toucha comme si ses mains allaient lui dire ce que son esprit ne parvenait pas à saisir. Le jeu habituel, les nuages se dissolvent et prennent corps sans résultat. Et le mot entre 20 ? Tu t'en souviens ? Au dos, elle avait écrit nom et adresse. Là aussi, l'enveloppe était tamponnée en date du 16 juin, Postamt 6500 Mainz, Imbézir 44 6/6. Et une signature illisible. Sur une liste d'éventualités violettes, on avait coché l'une d'elles, mais les mots sont difficilement déchiffrables. Toutes ces mains qui ont manipulé cette enveloppe, jusqu'à ce que Jérémie la sorte du tiroir où elle était demeurée malgré 2 déménagements. L'obstination des objets parfois. Jusqu'à ce que Claire la manipule à son tour pour l'arracher à son mutisme. Non, pas arracher. Nulle violence ici avec le temps. De la patience plutôt, pour libérer dès lors leur mémoire à tous deux de son mutisme. Toutes ces mains. C'est dans cette transparence des mots que se crée le lien. Toutes ces mains sans nom perdues dans l'anonymat du toucher, le diaphane du geste à l'instant. Que dire ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous en cette infinie souplesse des métamorphoses ? Nous, autant de mains, de désirs, autant d'esprits pris dans le flux de l'infini. Toutefois, rien n'y fit. Ces 2 mots, ce prénom, ce nom, Tom Millet, n'évoquaient absolument rien en leur esprit, ni silhouette, ni lieu, ni voix, aucune image, aucun son, pas même une bribe d'atmosphère. Rien. Le vide. Non, un vide apparent. Une absence arrimée à l'absence. Un instant englouti dans un trou noir, sorte d'écrin où mettre en relief tous les souvenirs, joyaux d'antan sur fond sombre, astres défunts sur ciel de nuit. Et retour. Le mot, en ces 6 lettres dressées comme des piliers, avait l'air frigide, ne laissant passer qu'une arborescence aérienne avant le soleil. Qui ira dénicher, au carrefour de l'infini, la clé du possible, comme un repère aux nous protéiformes du ciel arborescent ? C'est l'Hermès de la croisée des chemins qui, en l'infinie mobilité de son esprit des profondeurs, nous soufflera les mots bienfaisants. Tout l'avenir. Qui sommes-nous, toutes ces voix au bord du trou de mémoire ? Claire ouvrit la lettre, rédigée en anglais. Elle s'y félicitait que son correspondant ait apprécié son séjour en Allemagne. Il n'était donc pas allemand. Par la suite, il devait venir en France. Claire se réjouissait de le recevoir. Le couple habitait à l'époque avec 3 autres personnes dans un pavillon de pierre meulière au centre de Montreuil. La poste se trouvait alors à la pointe du boulevard Rouget de Lille et du boulevard Chanzy, vieux bâtiment non comme maintenant, neuf et sous les tours du boulevard. Neuf. Il doit commencer à dater désormais, depuis toutes ces années. S'il était venu, la lettre lui aurait été remise. Il n'est donc jamais venu. Dans la lettre d'ailleurs, Claire regrettait qu'il ait eu un accident d'auto et y parlait de béquilles. Le ton y était amical. Elle signait de sa signature d'alors. Si elle ne se souvenait pas de Tom Millet, elle ne se souvenait pas plus d'elle à cette époque-là. Voici qu'il surgissait au temps présent, d'alors il y a de cela quelques mois, plus encore à chaque lecture dorénavant, comme 3e personne de l'absence, la sienne, la leur, nous tous effilés par le temps amenuisés, évaporés comme les nuages. Sans résultat. Quelle affaire. Et glisse sur eux à l'instant le temps qui passe. Nuages, ils projettent une ombre sur l'existence. L'ombre du temps qui passe, ce n'est qu'un mythe, qui donne un chant à plusieurs voix, comme un madrigal, et on le donne à Capeta qui plus est, car qui nous accompagnerait ?
Toute voix est solitaire, et même isolée peut-être en cette infinie souplesse de la langue qui, telle une plante grimpante, telle une plante rampante, liseron, potimarron, pose ses vrilles sur l'instant et y adhère à chaque fois avec le même engouement. Langage liseron, langage potimarron, parle-nous de nous, je te prie. Et nous voici tous pour nous tous, dans cette ombre qui vogue malgré nous, devenus semblables en ces lointains à ces troisièmes personnes qui peuplent les romans. On se projette un peu sur ces silhouettes verbales qui voguent en l'esprit, et on finit par s'installer comme Bernard l'ermite, avec armes et bagages, en cette coquille dépourvue de sujet, il ou elle, l'image d'un autre temps, rien qu'une absence, exactement ce que dit la grammaire. Quelle histoire! Ce devait être une connaissance de voyage, non suivie, suggéra Jérémie. Sinon, nous nous le rappellerions. Oui, sans doute, acquiesça Claire, mais ils ne savaient pas, n'avaient aucune idée, aucune lueur et ne savent toujours pas. Si nous regardons cela du dehors, dans leur existence, il y a un trou, celui-ci, que cette lettre, tel un trait d'union, leur dévoile. L'objet en sa plénitude réelle, nous tient lieu d'absence. Alors, ils tentèrent une chronologie de leur voyage, certaines années flottant comme les nuages dans l'incertitude de leur métamorphose. Ce qui est drôle, c'est qu'il suffit de changer de point de vue pour que les vides se comblent, puisqu'ici maintenant nous tous, sentons bien la continuité de notre être de l'intérieur. Arrêtons-nous de dire, de lire, un moment, pour nous égarer dans la transparence des mots. Elle autrefois, lui un jour, nous dorénavant. Pour un éternel présent. On appelle cela parfois complicité, cette œuvre du temps, ce saut de l'accompli. L'amour est l'œuvre du temps. De deux êtres pleins de rêves et d'espoir, il fait deux âmes rassurées au fin fond, la joie entre deux, malgré l'inquiétude. Grâce à la conversation. L'inquiétude qui monte, comme la petite bête de la gamme de dos. Elle s'insinue avec la joie, dans l'arborescence. Le jeu habituel, comme les nuages. Sans résultat? Comme ci, comme ça. L'extérieur des cheveux blancs, du gris, du clair et encore un brin d'éclat, de l'or du soleil. Et à l'intérieur, le mythe qui grandit, même si l'esprit positiviste de notre époque ne désire pas l'entendre. Notre existence au tréfonds, qu'on le veuille ou non, ce travers commode de l'impersonnel, masque et fourre-tout échappe au fait mesurable. C'est là notre liberté, notre échappée, l'issue offerte en la transparence du langage. Et voguent les nuages, formes incertaines, pur jeu de l'imagination terrestre céleste. Ces silhouettes variées à l'infini, coupées de ciel bleu, roulant entre l'oubli et l'accompli, entre l'oubli et l'inachevé. Ces merveilleux nuages pour l'infinie transparence de la parole, sa façon de papillonner, d'apparaître, puis de disparaître, incessamment, ces coquilles de Bernard l'ermite et ces petites vrilles obstinées qui s'emparent de la durée, si agrippent pour y compter nos lendemains. Ils viennent d'ouvrir la lettre oubliée. Elle bâille comme une fenêtre sur un toit quelque part. Nul ne sait où encore. Une sorte de chien assis. Le toit semble se soulever à cet endroit comme se décolle une enveloppe. Et les vitres sont noires, noires comme un trou de mémoire. Résultat? Décachetons le temps, voulez-vous? Comme ci, comme ça. A cappella, mais à plusieurs voix, cela nous aidera. Et nous verrons bien. Chapitre 1. Le ciel était couvert de nuages de toutes les espèces, mais le soir fut souriant. Claire et Jérémie tiennent un journal maintenant, qui d'ailleurs ne pâlit que partiellement les trous de mémoire. Il s'agit d'une sorte de mise en ordre de l'invisible, une prolongation de la conversation, dans laquelle ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, ou bien disent nous, mais jamais je, cette tour de Babel de l'identité. Cela donne lieu à un léger rituel. Un soir sur deux, chacun sa journée, ils écrivent, ils notent, ils consignent. Le temps qui passe sans contre-fou et continue, désinvolte de passé, mais eux, ils s'agrippent là, au seuil du lendemain. Nous? On verra bien. Le voilà qui revient en discret, sans italique, cette commodité des renoncements, cette transcendance impersonnelle et somme toute assez frigide. Les phrases tracent un chemin, une sente par le labeur des nuages. Quand Amadou a quitté la maison, nous l'avons tous regardé partir, nous, sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. Que Dieu te garde, mon fils, lui avait dit son père en lui posant la main sur l'épaule. Et Amadou, seul, s'en était allé vers son destin. Que faire en effet? Amadou depuis marche. Cela ne fait pas si longtemps que nous l'avons tous vu partir, que nous l'avons escorté jusqu'à la porte de la maison, puis au portail, au bout du jardin et à l'angle de la rue ensuite.
Et nous voici encore ici, plissant les yeux, agitant nos mouchoirs. Nous regardons son père du coin de l'œil, il va bientôt pleurer. C'est patent. Il se retient mais il en est tout retourné. Il se demande quand il reverra son fils. Il se demande s'il le reverra. Sa mère, elle? C'est plus complexe. Elle permet, elle voudrait empêcher. Elle pousse le héros vers son destin, elle retient le petit. Son chagrin le dispute à l'espérance, ce qui entraîne une certaine confusion. Les larmes perplexes ne s'y aventurent pas. Le frère cadet a perdu un modèle. Il ne mesure pas encore son surcroît de liberté et de responsabilité. Les deux sœurs, les petites dernières, pleuraient si maman pleurait. Elles n'ont pas très bien compris ce qu'il se passait. N'ont pas encore saisi combien Amadou était parti loin d'elles, loin de nous. Il marche. Il s'est retourné plusieurs fois et nous a vus. Il a disparu maintenant. Quand il se retourne, il ne nous voit plus. Il ne se retourne plus. Et nous tournons les talons. Le cœur lourd, nous regagnons la maison. Nous entendons bourdonner les mouches. Le portail grince plus fort que d'ordinaire et nous avons la tête vide, tellement vide que ce sont tous ces bruits plus vifs, plus actifs qui l'emplissent. Si nous parlions, nos voix nous paraîtraient étrangères. Au moment de partir, de se séparer physiquement de nous, Amadou a ressenti une immense douleur comme si trébuchant il allait tomber. Puis, en marchant, il a éprouvé sa nouvelle liberté. C'est enthousiasmant. Et il la conquiert à chaque pas. C'est grisant. Amadou depuis marche. Ce que nous faisons tous, métaphoriquement. On a plus ou moins de chance, néanmoins. Il ne faut pas l'oublier, même si cela ne sert à rien d'y penser. Ce n'est qu'une question de dignité. Ne pas oublier notre stature humaine en quelque sorte. Or, la donne est variée. Certains marchent et atteignent de temps à autre un but. D'autres ne cessent, ce n'est pas manque de courage, mais meurent en marchant, persuadés à leur esprit, à leur corps défendant, de l'inanité de leur projet. Ce sentiment de vanité que l'existence réserve à certains rend ridicule tout effort et frappe d'illégitimité le malheureux qui s'obstine à continuer, envers et contre tout, de vouloir. Ils ont beau faire, toutefois, jamais ils ne parviendront à quoi que ce soit. Nous sommes nombreux dans ce cas. Et il est tellement difficile de croire en soi, que nul n'aurait l'idée d'aller contredire le destin. Il faut dire qu'à l'inverse, certains parmi nous paraissent si sûrs d'eux que c'en est confondant. Quand on a marché plusieurs années, on ne peut plus retourner d'où on vient. Cela se trouvait dans le journal que nous avons ouvert ce jour-là. Et tout de suite, nous nous sommes vus. Nous. Claire, Jérémie, nous tous enfin. De surcroît, à cette époque, au début d'octobre 2005, les autos et la colère ont commencé à flamber dans nos banlieues. Claire ne peut s'empêcher de lier cette impatience abusive à l'extrême conformisme de notre société, élitisme, mépris, morgue et routine des certitudes. Le tout décoré de jolis mots, abusifs eux aussi. Ah, l'égalité des chances. Et si l'on songe à ce que racontait Joséphine, il y a de cela plusieurs années. Joséphine qui, à 24 ans, débutait dans l'enseignement et se retrouvait dans un trou de banlieue, face à des élèves goguenards, elle qui avait été une élève studieuse, appliquée et passionnée. La pilule était amère, la surprise cuisante et l'épreuve digne d'un roman picaresque. Cela forge le caractère, cela rend moins sûr de soi et force à l'humilité. Tout compte fait, au bout du rouleau on s'améliore. Enfin nous autres tous, dans l'infini de l'analogie, non ? Quand on a marché plusieurs années, on ne peut plus retourner d'où on vient. Quand Amadou a quitté Dakar, le portrait de sa fiancée dans la petite poche près de son cœur, il se marierait par la suite, après, plus tard. Il avait pour projet de poursuivre ses études en France afin de revenir diplômé et de fonder alors dignement une famille. Il avait fait des démarches pour obtenir une bourse, une carte de séjour, toutes sortes d'autorisations, mais c'était très compliqué. Certains lui conseillaient ceci, d'autres cela. Au terme de toutes ces démarches, il s'aperçut qu'en fait, il n'y voyait plus très clair dans son projet. Et puis ce n'était pas la confiance qui régnait. Chaque jour on avait beau faire, les possibilités se réduisaient. Les frontières toujours un peu plus se fermaient. Les marchandises étaient plus libres que les êtres. Il aurait fallu naître gisement de pétrole ou d'uranium pour avoir le droit de courir de par le monde, ou bien or, diamant, coton, balle au quoi. Comme Amadou avait d'autres ambitions, il ne voulut pas renoncer,
Mais comme il avait interrompu ses études avant de passer son baccalauréat tout simplement parce qu'il s'était découvert un talent pour le football, si quelque chose venait à s'ouvrir devant lui, ce ne serait dû qu'à sa hardiesse ou bien à la chance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.